questions avant la pause. Nous allons parler maintenant de renforcer les capacités et infrastructures du réseau. Et il y aura 4 panélistes qui vont nous entretenir donc pendant quelques minutes et on aura une demi-heure pour des questions. Et ensuite, ce sera la conclusion de notre conférence. Alors, je vais vous présenter nos 4 panélistes qui sont là en personne. D'abord, il y a Angela Crowley, qui est une docteure scientifique principale au sein du programme des maladies chroniques de l'Institut de recherche de l'hôpital d'Ottawa. Elle est également professeure agrégée au département de biologie et professeure auxiliaire au département de biologie de l'Université Carleton. Elle est à la recherche de la docteure Crowley est spécialisée dans l'étude de l'altération des réponses immunitaires dans l'hépatite virale chronique et les maladies métaboliques du foie. Son programme de recherche est axé sur l'étude des mécanismes sous-jacents du dysfonctionnement des cellules immunitaires et fait appel à la culture cellulaire à haut débit. On a rencontré Mered Whelan hier. Elle est professionnelle de la géographie de la santé et de l'épidémiologie des maladies transmissibles. Elle est dotée d'une expérience diversifiée dans le cadre des projets de santé. La docteure Laurie Beach, nous avons déjà présenté. Elle est biochimiste clinicienne et chef du service de chimie à Halifax, en Nouvelle-Écosse. La docteure Sheila O'Brien, qu'on a présenté la première journée de notre conférence, dirige depuis 20 ans le département d'épidémiologie et de surveillance de la Société canadienne du son. Elle est professeure adjointe à l'école d'épidémiologie et de santé publique de l'Université d'Ottawa. Je vais demander d'abord à la Dr. Crowley de commencer avec vos remarques. Merci beaucoup. Nous sommes donc à la dernière séance de notre réunion et j'ai révisé mes commentaires pour notre contexte actuel. Merci de nous avoir invités, d'être panélistes. On est très heureux d'être des vôtres. Alors, je voudrais vous parler donc de l'Alliance du Biobank canadien. Si vous ne connaissez pas Covarnet, vous pouvez regarder leur site web. Il s'agit donc d'un réseau qui est composé de 9 ou 10 piliers de recherche et des initiatives pour les soutenir, y compris la biobanque. Alors, nous avons mis sur pied cette alliance et je voudrais vous en parler aujourd'hui. Alors, voici donc notre objectif, c'est-à-dire de coordonner rapidement l'accès aux ressources aux sites multiples canadiens pour combler aux besoins d'urgence et aussi de bâtir sur cette initiative à l'avenir. Cela est tributaire de notre initiative contre la COVID-19 et nous avons une approche boutique. Les partenaires font partie de notre réseau Covarnet et il y a d'autres groupes au niveau, comme par exemple le consortium Cable, il y a aussi Cube, il y a aussi CEDAR, notre groupe autochtone, il y a donc Simnet et on a des partenaires externes avec Popcorn et Manette à l'avenir comme un des partenaires. C'était pour vous montrer la capacité et le lien que nous avons avec des scientifiques en recherche. Voici, nous avons commencé avec la biobanque et nous avons mis à contribution le CBDA et on a constaté le besoin pour une biobanque en recherche au Canada et on va vous parler de où on veut se diriger. D'abord, parlons donc de l'Alliance canadienne des biobanques et données. Il s'agit donc d'un ensemble de sites de recherche et partenaires à travers le pays.
Et c'est pour préserver l'autonomie en tant qu'intendant de données et de spécimens pour lesquels euh, nous sommes responsables et pour pouvoir rapidement partager ces matériaux et ces données. Cela se passe chez les chercheurs et les personnes en santé publique. Voici les membres. C'est donc une liste qui est grandissante. On s'est rencontrés 6 fois depuis un an. On voudrait formaliser notre alliance à l'avenir. Ce que nous avons mis sur pied, comme disait Ray, c'est que nous voulons mettre en pratique de bonnes pratiques, une normalisation. On est guidé par Cybernet qui donne beaucoup de lignes directrices pour les SOP et compagnie. Si on veut avoir un statut ISO éventuellement pour harmoniser nos pratiques. Nous avons aussi parlé des outils que nous avons préétablis pour que le transfert de UDU, MTA et BMTA est prêt à utiliser pour qu'on puisse, entre scientifiques, partager les matériaux. On voudrait aussi faire en sorte que le gouvernement et les chercheurs puissent continuer de faire croître ce niveau de sophistication. On peut donc avoir différents échantillons, que ce soit l'urine, que ce soit le sang, que ce soit d'autres matériaux. On a aussi des façons de traiter les données d'autres sites biobanques. C'est une révolution dans l'organisation des données. Nous sommes donc le catalogue centralisé, si vous voulez penser à cela comme ça, mais la bibliothèque n'a pas besoin de prêter les, les livres si elle ne veut pas. Je veux parler d'engagement. On en a parlé beaucoup. Nous avons une collaboration sérieuse avec CIDR auprès de Covernet pour en apprendre plus loin sur les défis de spécimens qui proviennent de populations autochtones. C'est très important de travailler là-dessus. Notre mission est de travailler vers le EDI et de respecter le fait que les gens soient autochtones. Nous partons du principe que ces valeurs soient vraiment centrales à tout ce qu'on fait. Et si vous voulez, vous pouvez vous informer là-dessus auprès de notre organisme. Vous pouvez peut-être apprécier que les biobanques représentent plus que juste des congélateurs. Donc, on doit considérer beaucoup de choses. C'est une entité qui vit, qui évolue. Et on doit en parler aux décideurs politiques pour qu'ils apprécient pleinement son rôle. Et voici la langue commune qu'on partage, les raisons pour lesquelles nous sommes là. Je voulais aussi souligner un petit peu comment on s'organise. Je ne voulais pas comment exactement visualiser ça. Et il est vraiment important que ces entités, que ce soit la santé publique, Hemanet ou notre alliance canadienne des biobanques, travaillent ensemble pour trouver les limites de notre travail, de notre capacité pour que les autres puissent combler les besoins. Nous sommes un partenaire qui veut bien agir dans ce contexte. Merci. Bonjour tout le monde. Je n'ai pas de diapo, alors vous allez m'écouter pendant les prochaines 5 minutes. Je me joins à ce panel pour parler de mon expérience avec Sarah Tracker et de l'infrastructure, à quoi ça ressemble, et les protocoles, et notre groupe de travail au sein de Emanet à ce sujet. Il y a beaucoup de défis lorsqu'on parle des données. Du début à la fin, il y a le partage, il y a
le couplement des données, la structure, le transport des données sous un format qui est utilisable. Alors, c'est facile de regarder tout ça et de dire, eh bien, c'est vraiment trop de travail. Comment est-ce qu'on va commencer ce travail-là? Mais je voudrais vous présenter un concept dont on se sert avec Sarah Tracker. C'est l'idée d'avoir un produit minimalement valable. Et ce concept de MVP en anglais, c'est de changer notre façon de penser. Quelle est la version la plus petite de ce qu'on fait, qu'on considérait un, un succès? Par où est-ce qu'on pourrait commencer pour livrer de la valeur aux Canadiens et tester notre présomption comme groupe que la sérosurveillance vaille la peine? Vaille la peine. Dans le contexte, nous avons des ressources limitées. Alors, comment faire en sorte qu'on puisse aller de l'avant? Alors, on commence petit pour que nos efforts fassent boule de neige. On peut étoffer au fur et à mesure avec l'expertise et ainsi, c'est la façon qu'on a pu être agile avec Sarah Tracker. On a pu donc présenter quelque chose qui n'est peut-être pas parfait tout de suite, mais on va apprendre au fur et à mesure. On ne va pas essayer de perfectionner un produit dès le début et trouver qu'à la fin, il n'y a rien d'utilisable. Comment est-ce qu'on peut se lancer des défis? Quelle est la version la plus petite de Mnet qu'on pourra bâtir et à quoi ça ressemblerait? Je veux réfléchir aussi sur le travail que Sarah Tracker a fait avec l'OMS dans notre collaboration Unité. Nous avons travaillé directement avec les bureaux régionaux dans ces pays de moyens revenus pour faire une synthèse, on cherchait du soutien. Et je pense qu'on a fait des réflexions quand même semblables dans le contexte de MNET et par rapport aux problèmes auxquels on fait face au Canada. Il n'y avait pas beaucoup de ressources. On a entendu du panel des labos. Ils font trop déjà. Ils ont beaucoup sur les épaules. Alors, si on voulait créer un portail de soumission de données et on leur demandait de mettre sur pied un gabarit de données, eh bien, s'ils ne sont pas forcés de le faire, ça ne se produira pas. On a fait un prototype de gabarit au sein de l'OMS et on a coordonné avec tout le monde pour trouver ce qui serait le plus efficace pour nous. En fait, pour nous, recevoir leur protocole et recevoir des données qui sont automatisées serait le plus utile, en fait. On voulait avoir un processus de soumettre les données qui soit rapide et sans faille. Maintenant, on soumet les données, mais ensuite, il faut analyser les données. Il y a très peu de capacité pour analyser, modéliser les données. Comment est-ce qu'on peut pallier à ces lacunes? Et ce serait vraiment intéressant d'avoir un programme MPH, mais ça va prendre du temps. Alors, lorsqu'on pense à Sarah Tracker et comment on peut avoir une approche de formation, c'est peut-être un cas figure du pouvoir des étudiants et l'influence qu'ils peuvent avoir. J'ai à peu près 20 minutes qui me restent. Il y avait des personnes qui viennent de recevoir leur diplôme, qui se sont réunis, ils avaient un rêve, ils partageaient ce rêve, ils avaient le temps, ils avaient la souplesse et la volonté de faire en sorte qu'on puisse mettre sur pied avec CITS cet incubateur pour le groupe de réflexion. On pensait
la façon dont l'approche des manettes pourrait créer un élan pour l'avenir, pour qu'on puisse mettre en relief le rôle des étudiants et aussi des gens qui ont des idées plus larges, plus globalisantes. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, c'était vraiment une belle déclaration. J'aime bien votre idée du produit minimal viable. En ce qui concerne la construction de capacités et d'infrastructures, je suis moins motivée par les données que par les personnes. Ça, c'est mon expérience qui parle. Si on devait mettre en banque ou transporter des échantillons ou tester quoi que ce soit dans ma région du monde, ça devrait provenir des labos cliniques parce que il s'agit de sources qui sont dévouées à ce genre de travail. Alors, pour bâtir la capacité ou l'infrastructure, il faut le faire autour des bancs, autour des systèmes d'eau usée, autour des congélateurs, pour former des partenariats avec beaucoup de gens. Mais en milieu clinique, au niveau des labos, il y a toujours le problème qu'il y a peu de gens à embaucher. Même si j'avais l'approbation, il n'y aurait personne que je pourrais embaucher. Alors, c'est la situation dans laquelle on se trouve. J'aime bien automiser le plus possible, même au niveau de la soumission des données. J'admets que j'ai dû manuellement entrer les données. Alors, oui, les données prenaient du temps. Si on peut mettre à contribution la technologie à l'intérieur des labos avec HL7 et d'autres qui sont dans notre boîte d'outils pour tout automatiser, faisons-le. Et cela va faire le pont entre ce qui est idéal et ce qui est possible. Et cela va faire en sorte que on peut soutenir mieux notre façon de faire à l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Et finalement, à vous, Sheila. Moi, j'ai des diapos. Merci beaucoup pour cette opportunité de m'exprimer. Ah, les diapos n'avancent pas. Moi, je pensais vous parler du travail que nous avons fait depuis un an. Vous voyez ce groupe à l'écran, c'est notre liste de co-auteurs sur un article que nous avons soumis récemment. Nous nous sommes réunis lors de la réunion sur la COVID au mois de mars l'an passé pour évaluer ce que nous avions appris, ce qu'on aurait pu faire de mieux lors de la pandémie. Il s'agit des enquêteurs principaux en matière de séroprévalence au cours de la pandémie. Alors, les informations provenaient de personnes qui exécutaient ce travail-là lors de ce qui nous semblait une éternité. Donc, notre équipe a passé en revue les enquêtes sérologiques. Je pense qu'il est très important de souligner que les études en rouge sont des études sérologiques nationales et en noir, on a les études régionales. Il y a donc le ABC a fait l'échantillonnage de tâches séchées de sang.
CanPath normalement étudie les maladies chroniques et le cancer. Statistique Canada a effectué une nouvelle étude, mais ils ont aussi effectué d'autres études et la Société canadienne du sang a travaillé avec des échantillons de sang résiduels. Les études régionales, pour la plupart, se sont servies des échantillons résiduels qui provenaient des patients, pour la plupart. Le groupe a couché sur page 9 recommandations. Je vais mettre en relief que les idées ici, ce sont des idées dont on a parlé aujourd'hui. On parlait de barrières dans le couplage des données, aussi comment partager les données, aussi des enjeux autour du développement des assais et de la capacité de faire des tests. Et je voulais mentionner aussi d'autres enjeux. Ce qui est vraiment essentiel par rapport à notre réponse à la pandémie sera d'avoir en place une surveillance sérologique de routine qui soit robuste et des systèmes et des études qui peuvent faire la transition. C'est ainsi qu'on a pu marcher lors de la pandémie. Si on a dû faire la conception lors de la pandémie de toutes nos façons de faire et trouver de nouveaux participants pour ces études, on n'aurait pas pu fonctionner. On a fait une transition. Lorsque on n'a plus besoin de ces services, on peut transitionner dans l'autre sens. Favoriser les relations entre les organisations gouvernementales et les organisations non gouvernementales était vraiment primordial aussi. Je dirais que l'étendue de la collaboration qui a eu lieu entre Biopharma, les universités et d'autres organisations non gouvernementales auxquelles on pense jamais, par exemple le service de produits de sang et aussi les cohortes de recherche sur le marché était sans précédent et c'était une expérience unique. Il ne faut pas lâcher cette expérience-là, il faut apprendre de nos activités. Ce qui m'a sauté aux yeux au cours des discussions sur notre trajectoire à venir, c'était la différence entre les petits territoires de compétences et les autres. Dans les petites provinces, il faut faire les mêmes choses que dans les provinces qui ont des populations plus grandes. Il y a beaucoup de personnes qui doivent faire de multiples tâches pour faire en sorte que tout puisse fonctionner. Et ces personnes-là ont été épuisées lors de la pandémie. Alors, il faudrait penser à notre capacité à venir. Par exemple, on devrait faire la part des choses entre les régions de petites populations et des régions où il y a une plus grande population. Donc, c'était ce que j'avais à dire. Merci. C'est merveilleux. Donc, on a maintenant mis la table pour notre discussion. Je vais commencer avec quelques questions. D'abord, je voulais vous poser, par exemple, la question, on a parlé donc du produit minimal. C'est donc une méthodologie où on essaie d'avoir différentes itérations du même produit et d'améliorer le produit au fur et à mesure de son développement. Donc, le début de cela, c'est de poser la question quel problème on veut résoudre et quelles sont les mesures du succès dans la production de ce produit minimal qui est de la valeur pour la santé publique. Donc, dans le contexte d'un réseau de sérosurveillance nationale, quelles seraient
la définition du succès pour vous. Alors, vous, au bout de notre panel, vous avez commencé. C'est un des défis pour nous de nous mettre ensemble pour dire quelle est la chose principale qui pourrait résoudre le problème principal. D'un point de vue des données, il faut avoir une bonne qualité de données qui soient rassemblées au même endroit. Ça, c'est une petite phrase pour quelque chose de grande envergure. Mais comment est-ce qu'on peut distiller ce concept? Il est possible que nous soyons déjà sur le chemin d'un MVP avec Overnet ou au niveau du CDC ou CDS, ou, ou en français SCS. Comment est-ce qu'on peut s'unifier pour soutenir cette fleur qui veut bien fleurir davantage? Donc, c'était l'analogie de Sheila. Donc, il y a donc un accès à des données de haute qualité, que ce soit centralisé ou autre. Sheila, vous voulez faire suite à ces commentaires? Si je peux faire le lien avec notre expérience lors de la pandémie, c'est un peu ce qu'on a fait. On a fait ce qu'on a pu faire en temps et lieu. J'aimerais bien avoir un mécanisme d'échantillonnage où je pourrais, par exemple, choisir les échantillons que je voulais tester et avoir des données complètes sur ces échantillons-là. Ce qu'on a dit, c'est que, eh bien, il fallait bouger vite. On n'avait aucune façon de sélectionner les échantillons, mais on faisait en sorte que nous devions donc enlever ça de la ligne pour tester. Et donc, on a pu mettre ça en boîte. Si on voulait un échantillon, je pourrais prendre donc un échantillon de l'Est en Ouest pour faire une collection adéquate et ce serait donc un échantillon assez aléatoire. Mais ce n'était pas la façon idéale de faire. On a fait ce qu'il a fallu faire pour atteindre notre objectif, c'est-à-dire d'avoir des échantillons à labo pour les tester. Alors, c'était la même chose dans la gestion des données. J'aurais bien aimé faire des analyses très intéressantes, mais il fallait faire rapport. Alors, c'est ça qui devient la priorité. Et on voulait aussi le mettre dans un gabarit. On voulait mettre en relief ce que les gens voulaient savoir. Donc, si quelqu'un est anti-N positif et que ce soit donc ventilé par variables démographiques. Mais absolument, il faut commencer avec qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir ce qu'on veut produire et ensuite comment est-ce qu'on peut faire mieux. Merci beaucoup. Alors, vraiment, pour vous, c'était plus l'échantillonnage et comment faire en sorte que les échantillons soient dans le labo. Bon, le produit minimal viable, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Alors, ça veut dire le fruit le plus facile à cueillir, ça. Le train avait déjà quitté la gare. Les chercheurs avaient déjà entrepris leur projet dans le monde universitaire et ils recueillaient rapidement des échantillons avec le financement qu'ils avaient. Mais nous, en tant que banque biologique, il fallait mettre au point les outils pour communiquer ces choses-là, partager ces choses-là. C'était ça notre mission. Alors peut-être que ça a été long avant que ça arrive, mais pour nous, c'était la chose la plus facile et la plus pressante, la plus réalisable. Les chercheurs généraient les spécimens, mais ça ne veut rien dire si on ne peut pas les partager et ensuite utiliser cet outil. Et dès qu'on l'a eu, depuis ce temps-là, on s'en sert constamment. Donc, démontrer un outil nouveau, novateur, qui permet de faire ce qu'il faut faire, communiquer, échanger, partager les échantillons. Maintenant, savoir de quel tube ça sortait, de quel genre de patient, tous ces détails-là. Bon, ça, c'était vraiment pas évident, mais on va apprendre peu à peu. Si on n'a pas l'outil pour partager,
on est seul dans son coin et tout reste isolé. Alors nous, on avait démontré l'utilité. On avait beaucoup de gens qui ont reçu leurs spécimens et qui ont publié en moins d'1 mois. Alors ils étaient contents de cette innovation. Donc de pouvoir partager si facilement et rapidement, pour nous, c'était notre produit minimal viable. C'était la chose qu'on devait faire impérativement dans une première phase. Et on pouvait exploiter ça pour changer, faire une espèce de révolution dans notre façon de conduire la recherche au pays et mieux travailler ensemble. D'accord, merci. J'essayais d'énoncer cette question, de formuler la question comme je la comprenais, moi. C'était quel était l'indicateur clé de performance pour pouvoir améliorer au fur et à mesure le processus? Quel serait le résultat que j'aurais au bout de la ligne? Si on scinde ça en composantes, l'échantillonnage, l'accès, le partage, l'analyse, pour moi, je me demandais qu'est-ce que ça va signifier pour les communautés, pour pouvoir ajouter de la valeur. Est-ce qu'on peut montrer par le biais d'un modèle ou un trouble modèle, mettons SRAS-CoV-2, en direct? Est-ce que les Canadiens peuvent savoir c'est quoi le fardeau de la maladie dans X dans une population représentative? Et si on peut faire ça avec un modèle qui est assez adaptable à ce moment-là, donc on peut ajuster au fur et à mesure, à ce moment-là, ça c'est de la valeur ajoutée, puis on peut démontrer cette valeur-là. Et une valeur qui serait au bénéfice de tout le monde, pas seulement notre petit monde à nous. Vous voulez vous assurer de pouvoir continuer à améliorer ce que vous avez fait. Bon, d'accord, merci. Pour CITF, et probablement pour Emanet aussi, bon, s'il y avait une autre urgence sanitaire à l'avenir, il faudrait qu'il y ait de la surveillance d'une part. Je parle d'une surveillance systématique, répétée, recueillement des échantillons, analyse, et des études ciblées aussi où on pense en termes de recherche scientifique. Il y a un élément inconnu, j'essaie de combler un manque de savoir, de connaissances. Quelles sont les différences en termes d'infrastructures nécessaires pour la recherche scientifique et la sérosurveillance chronique, si on veut? Et quelles sont ces distinctions si on veut créer un groupe pan-canadien qui veut se préparer pour ce qui pourrait devenir la prochaine pandémie? Voulez-vous commencer? Je pense qu'il y a une certaine continuité. Bon, il va y avoir un besoin pour des spécimens, qu'il s'agisse de la question de recherche par opposition à l'autre, et avoir un accès continu aux spécimens. Ça, c'est une espèce de point commun, mais en termes de cuisine, là, qui va faire la recherche, que les chercheurs fassent ce pourquoi ils ont été formés, ils le font très bien. Donc, il n'y a pas beaucoup de distinction entre les deux pour ce qui est de vos activités. Est-ce que c'est sursimplifié, si je dis ça? Le côté cueillette des spécimens, je pense qu'il y a beaucoup de chevauchement, à savoir comment on va répondre à une question spécifique en recherche, par exemple. De mon point de vue, et selon mes ressources dans ma région, je dirais, je chercherais des partenariats avec des spécialistes, des partenariats stratégiques. Pour moi, l'échantillonnage délibéré et puis la sérosurveillance, c'est différent et c'est forcément que c'est différent. Il y a des limites. En sérosurveillance, il y a des limites à la population auxquelles on peut accéder. On a vu ça aujourd'hui. Et ça peut être large.
le caractère représentatif ou non. Bon, avec un accès pédiatrique et puis les soins de longue durée, ça peut être, on peut avoir un accès. Mais aussi, les questions de recherche, souvent ça nécessite un type de spécimen qui nécessite beaucoup de manutention et qui coûte cher à recueillir. Donc, ça peut causer des problèmes pour les ressources. Donc, pour la recherche, ça coûte plus cher. Mais financer comme je le propose par le biais de ce système, c'est moins cher que de ne pas pouvoir avoir cette capacité de partager. Donc, il y a des aspects complémentaires. On pourrait combler certaines lacunes dans la sérosurveillance, mais aussi approfondir, parce que nous, on a des réseaux de recherche et ce sont des experts dans divers domaines qui pourraient intervenir. Et il y a un besoin pour ça, pour accompagner le premier stade d'information que la sérosurveillance peut nous donner pour approfondir nos connaissances. Aussi les types d'échantillons. Bon, la moelle osseuse, en termes d'éthique, on peut avoir accès à des types d'échantillons qui ne seraient pas nécessairement capturés dans une approche inaudible. Par exemple, si vous faites la surveillance routinière, vous surveillez les infections transmises par les insectes, par exemple, les infections transmises par des moustiques ou des tiques, et vous commencez à voir qu'il y a une augmentation d'activité dans une région X. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est, bon, il y a cette infection et je dépiste pour celle-là, mais il y en a peut-être d'autres aussi. Donc peut-être que ça viendrait orienter la surveillance dans une zone ciblée et peut-être qu'il y aurait aussi des infections qui n'étaient pas là auparavant dans cette région-là, mais qui sont là maintenant parce que on voit que les infections se déplacent vers le nord des États-Unis, vers le Canada, par exemple. Mais le défi, c'est de comprendre comment la surveillance vient nous éclairer dans les lieux qui doivent être surveillés de plus près. D'un point de vue de Sarah Tracker, c'est un peu particulier pour nous parce que notre banque de données, bon, c'était une analyse, un examen systématique des textes scientifiques déjà disponibles. Et la question, c'est de comment, bon, il y a ces efforts d'urgence et la surveillance routinière régulière. Nous, quand on a commencé à extraire tous les documents bon, on examinait tous les sous-groupes de toutes les populations, et puis on a 4000 données, 4000 études dans notre banque de données. Si on avait fait ça, on serait encore en train de faire du codage informatique pour mettre ça en ligne. Donc, il a fallu simplifier ce qu'on devait extraire de ces textes-là pour répondre à ce qu'on nous demandait, c'est-à-dire de bien comprendre la séroprévalence au sein de la population générale, où il y avait des lacunes immunitaires, par exemple, et puis se pencher sur la situation des groupes particuliers, les gens des services de santé, les groupes spécifiques. Mais on avait toujours notre protocole et la banque de données a été organisée, si bien que lorsque les extracteurs étudiaient les textes, si par exemple le premier ministre venait nous voir pour nous dire on a besoin d'une analyse sur les gens du service de santé tout de suite, on pourrait identifier dans notre banque, voir quelle étude parlait de ces populations-là spécifiques et extraire les données de ça. Donc la leçon finalement, c'est que alors qu'on continue la sérosurveillance routinière, il faut mettre en place des filets qui peuvent nous empêcher de tomber si on veut, si bien que si un scénario comme ça survenait, on sait bien que votre équipe pourrait répondre assez rapidement. Le tableau de bord de Johns Hopkins, par exemple, a beaucoup d'informations de cette nature-là.
Nous, on a inclus des rapports institutionnels, des preprints, comme on les appelle, des articles dans la littérature scientifique. Et le gouverneur Cuomo avait tweeté sur Twitter des résultats de séroprévalence, et puis on a même inclus ça. C'était un travail très intensif, mais on les a, les données. Ah, donc vous combiniez la surveillance avec tout ça? Pour la séroprévalence, oui, mais on avait d'autres tableaux de bord aussi pour combler les lacunes là, avec d'autres informations. Si vous avez des questions, présentez-vous. Sinon, moi, vous allez devoir m'écouter poser mes questions. Bon, le routinier, comment ça vient orienter là, ce qu'on cible? Marc-André disait, bon, si je peux quantifier quelque chose, est-ce que je peux utiliser les anticorps comme produit d'intervention? Est-ce que je peux faire une étude d'intervention, une étude sur le contrôle de cas, où je prends les leçons retenues de la surveillance pour dire aux cliniciens quelles sont les caractéristiques de ce plasma ou cet anticorps monoclonal? Aussi, c'est de comprendre la sérologie pour faire des études pour mesurer l'efficacité des vaccins. Bon, qui a été malade, qui n'a pas été malade, quel était le taux de séroprévalence, ça vous donne une idée de où on place les paramètres. Est-ce que, par exemple, est-ce que c'est le moment de la vaccination ou à un autre point où ça devient une maladie systémique? Quel genre de caractérisation est-ce que je peux accorder à ce produit ou cet échantillon? Ça vient soutenir d'autres interventions directes qui peuvent avoir un effet concret sur la santé de la population. C'était plutôt un commentaire qu'une question, mais si on allait faire ça aussi au sein de notre organisation, ça nous prendrait plus de cliniciens qui travailleraient en parallèle des chercheurs aussi, parce que moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus, je ne peux pas prendre cette décision. Il faut avoir les meilleurs médecins là, qui s'assoient à la table stratégique pour nous aider à mettre en place ces pratiques-là qui peuvent être utiles dans leur pratique. Nous, on connaît nos normes acceptables et puis nos limites inférieures acceptables, mais il faut que les aspects cliniques soient plus intégrés de façon plus activement. Une question d'ordre plus général. Quelqu'un a dit que, bon, il faudrait pouvoir mobiliser, engager les étudiants et les ONG, je pense. Sheila, vous l'avez mentionné. Alors, voici ma question. C'est une question en deux volets. Suite à ce qui a été mentionné il y a un instant, est-ce qu'il y a des lacunes que vous voyez pour ce qui est des parties prenantes ou de l'expertise qui nous manquent, qui ne sont pas là pour contribuer, ou est-ce qu'il y a d'autres groupes qu'on voudrait peut-être mieux engager, impliquer, mobiliser? Dans le contexte de ce que vous voulez faire, vous, ça ressemble à quoi, ça? Oui, je peux y aller? Oui. Deux choses qui me sont venues à l'esprit. Bon, c'est une question de contrat. Bon, tout le jargon juridique, là, ça nous prend des avocats là, pour nous aider avec ça. Oui, il coûte cher, mais on a vraiment un sérieux besoin pour essayer de surmonter les problèmes contractuels et juridiques. Et aussi pour pouvoir passer d'une province à l'autre, on devra investir dans de l'aide juridique pour les contrats et aussi les communications. Pour expliquer davantage au public quelle est la valeur de ce qu'on fait. Moi, je dis aux gens de ma famille, je leur dis voici ce qu'on fait, et puis ils disent ah, c'est bien ça. Comment est-ce que moi je peux donner du sang? Voilà, il faut qu'on communique mieux.
Oui, pour des accords, pour échanger les données aussi, communiquer, il faudra des avocats pour nous aider. Et ça nous donne une idée plus claire aussi de ce qui va être possible et ce qui ne sera pas faisable. Ce que j'ai constaté, une chose qui est difficile d'accès, c'est de bien comprendre les besoins et les perspectives de la santé publique au niveau de l'unité de santé publique ou les services de santé d'une région donnée. On a répondu en termes de séroprévalence nationale et provinciale. On aurait pu faire ça avec des plus petites unités, mais on travaillait à grande échelle. Et j'ai pas vu ça inclus là, dans les gens qui devraient participer à ça. Qu'est-ce qu'ils auraient voulu si on avait parlé à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils auraient voulu de notre part? Quel était leur besoin? Donc, à l'avenir, il faudra davantage. Il faut être plus attentif à là où les décisions sont prises. Des fois, c'est les services de santé publique local que ça se passe. C'est pas la peine de parler au provincial, c'est au municipal, au niveau des services de santé locaux que ça se passe. C'est avec eux qu'il faut travailler. Okay. I will go to my next question then. Il n'y a pas d'autres commentaires? Alors, voici ma prochaine question. On parlait d'automatisation. Bon, ça veut dire pas un processus qu'on fait manuellement. Et le rendre plus efficient à l'aide de l'automatisation. Il y a aussi la transformation. Là où on se pose la question, c'est quoi l'objectif de cette manœuvre-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure façon de s'y prendre pour arriver à notre objectif? C'est pas nécessairement en lien avec le produit minimal viable, mais pour ce qui est d'un processus d'importance critique dans ce que vous faites, vous, dans votre partie votre composante de cette infrastructure, qu'est-ce que vous aimeriez changer, transformer? S'il y avait de l'argent, mettons. Ben, nous, on a fait beaucoup de travail pour essayer de automatiser des parties de notre processus pour simplifier nos vies. Mais il faudrait automatiser des examens systématiques. Bon, il y a des règles, il y a un protocole. Est-ce qu'on peut automatiser ça une fois que ces protocoles et ces règles existent? Pour l'évaluation critique et puis les aspects, les protocoles éthiques, on a fait ça. Mais, comme disait Harriet la première journée, on est dans les premières phases de voir si on peut tester notre processus d'évaluation systémique pour voir si ça peut être fait par l'intelligence artificielle, parce que ça ouvrirait la porte à une façon plus facile de faire cette analyse de la littérature. Ce qu'on fait finalement, c'est qu'on unifie et on centralise des données, mais déjà ça, c'était utile pour les décideurs et les gens qui établissent les politiques, parce que eux étaient à court de temps. Si vous êtes quelqu'un qui doit mettre en place une politique et vous voulez vous intéresser à la séroprévalence chez les enfants à Ottawa, vous pouvez aller sur notre site web. Il y a des filtres là, de recherche. Vous pouvez mettre enfants, Canada, séroprévalence. Et il y a toutes sortes de critères qui vous permettent d'aller chercher les études comparables et puis dans la littérature. On ne pensait pas que ça allait être aussi utile que ça s'est avéré être finalement. Il y a beaucoup de potentiel. Si ça pouvait être plus accessible, plus facile, parce que, absolument, on publie un texte, et puis, aussitôt qu'on fait une recherche, on dirait que les choses sont désuètes parce que ça bouge tellement vite. Mais de pouvoir faire ça de façon simplifiée, ça économise beaucoup de temps et ça libère des gens pour faire du travail utile ailleurs. Du point de vue de l'utilisateur,
On utilise l'apprentissage machine aussi pour simplifier notre processus d'analyse des résumés, des documents synthèse pour que nos dépisteurs, pour ainsi dire, nos analystes de documentation puissent arriver à leur but plus rapidement. Je ne sais pas si c'est une question d'automatisation, mais chez Service canadien du sang ou Société canadienne du sang, une chose qui pourrait être faite pour permettre une transition plus souple, plus simple, c'est, bon, au niveau de l'approbation, la recherche sur les donneurs, la pandémie nous a montré à quel point c'était difficile de passer à travers tout notre processus, le juridique, les diverses étapes, et puis ça passe par les TI ensuite, bon, l'éthique en recherche, le processus est long. Donc, on veut créer un programme pour la recherche sur un processus qui simplifierait les aspects juridiques pour trouver des donneurs pour la recherche et utiliser leur échantillon. Et il va y avoir un formulaire d'application dédié pour la recherche pour qu'on puisse faire tout ça plus rapidement. C'est un exemple pratico-pratique de quelque chose, là. C'est la pandémie qui nous a laissé entendre que ce serait une bonne chose pour nous là, de pouvoir faire ça, accélérer tout ça. Pour nous, avec Data Alliance et la banque bio, on a déjà notre processus contractuel pour les universitaires, parfois les gens de l'industrie, les gouvernements, puis en éthique de recherche aussi. Mais tout ça, il faut que ça aille vite parce qu'il faut avoir accès à la ressource. L'automatisation, pour nous, c'est quand on recueille les données tirées de toutes les banques biologiques partenaires, que ça soit mis à jour sur le tableau de bord rapidement, si bien que quand les utilisateurs vont sur le tableau de bord, ils peuvent voir qu'est-ce qu'on a comme collection, combien de spécimens ont été recueillis ici et là, et tout ça sera à jour. Et on veut répondre à ce besoin en faisant avec nos partenaires des mises à jour régulières. Donc, nos partenaires doivent, par exemple, envoyer leurs données, leurs informations au tableau de bord et ils doivent le faire. Il va y avoir des dates limites, il va y avoir des dates butoirs pour qu'ils le fassent s'ils veulent rester nos partenaires. Donc, c'est une forme d'automatisation. Mais pour ce qui est de la transformation, il y a un groupe qui a eu 10 millions de dollars, ils l'ont très bien fait, mais rapportaient à la communauté rapidement ce qu'ils faisaient. Ils avaient des rapports. Ils nous disaient, bon, quelle part de ces données-là avait été caractérisée en sérologie, en génomique. Donc, il y avait un sens d'imputabilité à savoir, bon, qu'est-ce que vous avez fait avec vos ressources? Et ça fait en sorte que c'est plus intéressant pour la communauté qui pourrait vouloir y avoir accès. Pour la soumission de données, vous avez un système automatisé pour les soumissions. Est-ce que vos partenaires utilisent beaucoup un système automatisé? On ne sait pas encore quel partenaire s'en sert, mais on est obligé de faire ça. Parce qu'on ne peut pas imposer un système particulier à nos partenaires pour qu'ils puissent continuer à participer. Si vous êtes une petite biobanque, là, comme à l'Université d'Alousie, vous êtes sur Excel. Si vous êtes UHN, peut-être qu'ils utilisent RedCap. Les systèmes varient d'un participant à l'autre. Mais selon Amy Hsu, elle dit que c'est assez facile pour ces systèmes. Elle vient d'essayer ça avec une banque de Colombie-Britannique. Elle dit, c'est pas vraiment difficile. C'est un système de traduction, comme dirait Grace. C'est pas si difficile. Un ingénieur de TI a mis ça au point, là. Mais c'est pas toutes les données, là. C'est juste pour les données qui ont trait au spécimen. Oui, c'est pour ça qu'un ingénieur en logiciel est de grande valeur.
Encore une fois, c'est un peu différent ce que j'ai à dire parce que si je génère des résultats, bon, les personnes qui doivent faire ça, bon, qu'on ait un labo centralisé ou plusieurs labos ou quelques labos, quel est le potentiel de transformation et d'automatisation? Là où on pourrait faire des gains particuliers, surtout si on est un réseau de labos, ce serait d'automatiser comment on développe et on surveille les paramètres de qualité dans tout ce qu'on fait. Si bien que les résultats qu'on va générer, on va avoir plein confiance en ces résultats-là parce qu'on aura eu un cadre commun à savoir quels sont les paramètres de qualité qui doivent être respectés. Et il y a des outils intéressants qui pourraient être exploités pour automatiser davantage. Si bien que quelqu'un qui a déjà 12 autres affaires à faire, qui devra se pencher sur ce point-là là, de contrôle de qualité. Donc, il y a du travail de transformation qui pourrait se produire. Et j'aime beaucoup l'idée d'avoir des façons de plus en plus automatisées pour le transfert de données. La qualité, oui. Les gens parlent d'une évaluation épisodique, mais c'est pas simplement l'évaluation périodique. Mais maintenant, c'est plutôt une question d'assurer la qualité de façon continue. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée si on fait ça en cycle plus rapide, par exemple? Bon, moi, c'est parce que je porte un chapeau de labo clinique. Nous, on ne ferait jamais ça sans surveillance de la qualité constante. Bon, qu'est-ce qu'on sait de notre inventaire, notre approvisionnement, comment notre équipement est entretenu? On retire ça du côté recherche et on le rapproche davantage aux cliniques. Alors, je pense qu'on peut apprendre des labos cliniques pour s'assurer de maintenir ce niveau de rigueur. Bon, ça peut être une norme ISO, par exemple, ou une autre norme internationale qui nous satisfait. En ce moment, notre expérience était le fait qu'il y a des couches successives de ce qui semblait une bonne idée à ce moment-là. Alors là, on a ajouté un élément et puis là, on a l'impression qu'il faut le garder en place, mais pourtant, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de travail. Non, ce serait mieux de prendre du recul et commencer à zéro à nouveau pour voir quelle est la façon la plus automatisée, la plus efficiente pour se donner la même définition de qualité dans tous les labos. Oh, absolutely. I was about to close, but I would love to give you. J'étais sur le point de terminer, mais je vous donne la dernière question. Ce n'est pas exactement une question, mais je voulais simplement reconnaître Merar et Raoul et Nick et Harriet qui sont joints à moi et d'autres collègues sur le panel à la conférence sur la politique de la science en utilisant SeroTracker comme exemple de mobilisation des connaissances, de synthèse, et aussi qui ont également parlé de notre table des sous-ministres de la science. Bon, GTIC ne s'attendait pas à ce que ce genre de produit émerge. Bon, peut-être que Tim et Katie David l'avaient prévu, mais je veux simplement reconnaître cela et aussi reconnaître la contribution de mes étudiants et étudiantes en innovation dans ce domaine. Et pour moi, là, c'est quelque chose que je retiens et que je vais ramener avec moi. Je vais simplement le reconnaître. Merci. Merci beaucoup. Excellent point souligné. Et je crois qu'on a eu une excellente discussion. J'aimerais remercier tous nos panélistes pour toutes les perspectives que vous avez apportées pour discuter ce problème, enfin cet enjeu. Il y a eu beaucoup de bonnes idées de proposer sur la façon de pouvoir progresser. Et puis, premièrement, avec la première étape, celle de la preuve de concept. Bon, et maintenant,